écouteurs. Je vous donne également le code pour faire une salle connectée. Le code Wi-Fi ici, c'est échangeur 75001 pour ceux qui veulent se connecter au Wi-Fi. Alors, effectivement, on l'a vu avec Luc et avec Walter, on est dans un monde où nous sommes surveillés, où toutes les données sont collectées, on a tous une caméra, un smartphone avec des données, et où Google, les GAFA, Tuna, savent tout ce qui se passe de notre vie, nous suivent nos itinéraires, on a une localisation permanente de nos déplacements, des endroits où on va. Les caméras, l'électronique, les capteurs se réduisent en taille, coûtent 1 euro, comme disait Luc, deviennent minuscules, s'intègrent dans toutes sortes de produits. Et donc on a observé ça depuis un peu plus de 2 ans avec Jean-Philippe et avec l'équipe technique de Jean-Philippe. On a observé ça et on a observé aussi l'évolution des algorithmes de reconnaissance visuelle, de reconnaissance d'image, de reconnaissance faciale, de reconnaissance... Et à chaque fois, c'est une victoire quand un nouvel algorithme arrive, la reconnaissance des animaux. Est-ce qu'un ordinateur arrive à comprendre ce qu'il y a sur une image, à reconnaître un chat d'un chien, à reconnaître ce qu'il y a dans une assiette, la reconnaissance des aliments, la reconnaissance des émotions. Et ça permet à des sociétés comme L'Oréal, par exemple, d'inventer de nouvelles applications, comme la reconnaissance faciale permet d'inventer une application Makeup Genius de maquillage virtuel. Donc toutes ces technologies, on essaye de suivre ça de très près. On arrive sur des vidéos, on arrive à obtenir la reconnaissance des émotions d'une petite fille sur une vidéo. Et puis, on parlait de Home Life d'Orange. Les objets connectés rentrent dans les foyers par le biais de la domotique. Dans une autre vie, Jean-Philippe est le papa de Sarah, qui est un framework open source pour la maison connectée. Quand on rentre chez Watson, on dit Sarah ouvre les volets s'ouvrent tout seuls. Donc on arrive vers une maison entièrement connectée et des caméras arrivent chez les gens. Google installe des thermostats qui connaît vos rythmes de vie à domicile. Et les hubs, les box Home Live et autres, et le Google Hub par exemple, voit passer l'ensemble de vos données. Donc on a observé tout ça. On a observé la miniaturisation aussi avec le paiement NFC, avec des tags minuscules, avec les tags RFID qui se glissent partout, jusque dans nos vêtements pour faire des inventaires automatiques. On avait travaillé à la conception d'une raquette RFID pour scanner, pour faire des inventaires chez Decathlon. Donc voilà, la technologie se miniaturise. Et donc, on s'est posé la question, il y a 2 ans, de savoir comment on pouvait, avec ces objets connectés, cette électronique et ces capteurs minuscules, arriver à réinventer à inventer une nouvelle méthodologie pour les études qualitatives. Et on a réussi, et on propose aujourd'hui donc de réaliser des études qualitatives immersives dans la durée, en allant observer les comportements des consommateurs à leur domicile, dans le contexte de leur vie, pour observer la vie réelle avec le minimum de biais et de risque de théâtralisation des comportements. Voici, alors je vous présente Paul, qui en 1 minute explique un petit peu comment ça fonctionne. Je n'entends rien. Alors attends. Dans les mains. Bon, comme vous faites d'habitude, François. Je vais mettre le micro sur d'habitude, vous n'avez pas de vidéo, d'accord. Voilà. Donc c'est l'histoire de Paul, donc, qui est un consommateur qui a l'habitude de participer à des études consommateurs, effectivement, il a des problèmes à raconter ses habitudes au quotidien parce que il ne se rappelle pas forcément comment il fait les choses. Alors parfois il répond trop vite, le questionnaire est trop long ou pas assez précis. Il essaye à chaque fois de répondre de manière très, très fidèle, mais il y a à chaque fois... Voilà. Un jour, Paul a eu une idée, il a dit n'écoutez pas ce que je dis, parfois j'oublie certaines choses, parfois voilà, mais observez ce que je fais, c'est-à-dire venez installer des caméras à mon domicile, je vous donne la permission de venir observer mes comportements. Les études filmées existent depuis longtemps, mais elles n'ont jamais pu être faites comme ça, donc venez installer les caméras, montrez-moi ensuite les vidéos de comment j'agis dans ma cuisine, et je vous expliquerai ensuite comment je fais ce que je fais et pourquoi je fais comme cela. Voilà. En général, quand on demande à quelqu'un qu'avez-vous pris pour le petit déjeuner, il va vous répondre j'ai pris du café. Et quand vous lui dites je voudrais venir vous voir à domicile et pour prendre le petit déjeuner avec vous et on va vous filmer, on va observer les choses et on vous paye 40 € pour venir pour ce moment passé ensemble. Au moment où vous arrivez, la personne vous dit je suis très content que vous soyez là.
Et d'ailleurs, je suis tellement content que je vous ai préparé un bon petit déjeuner et on va déjeuner ensemble. Donc vous êtes pas du tout dans la réalité des pratiques. L'idée, c'est d'essayer d'être vraiment dans la réalité des pratiques et d'observer les comportements alimentaires, enfin tout l'ensemble des comportements qu'on peut avoir. Donc, aujourd'hui, pour observer les comportements, on peut aller effectivement online, voir toutes les interactions, les conversations des consommateurs sur les réseaux sociaux. On peut aller sur le mobile, voir à travers les applications, à travers beaucoup de choses, voir les comportements. Et il y a des études Shopper, comprendre le comportement des consommateurs dans les magasins, c'est tout à fait possible, mais la question c'est comment comprendre le consommateur, comment comprendre la suite de l'expérience client, hein, ce qu'on appelle le deuxième moment de vérité, ce que Procter & Gamble appelle le deuxième moment de vérité. Comment observer le comportement des consommateurs, comprendre le comportement et la vie des produits au domicile. Alors pour ça, on s'intéresse à la parole, on fait parler les consommateurs, mais souvent l'observation, la compréhension des comportements des consommateurs se heurte à leur porte d'entrée. On n'a pas le droit d'entrer chez les consommateurs. Alors on fait des focus group, on prend les gens dans une salle et on les fait parler sur un certain nombre de sujets, mais on est complètement hors contexte. Ou alors on va à domicile, mais on risque aussi d'avoir des comportements qui ne sont pas corrects. Voilà. Donc Watson, vraiment, on se dit comment utiliser les objets connectés et les capteurs pour réinventer une méthode pour pouvoir réellement observer la vérité dans la durée chez les consommateurs. Donc, on fait donc des observations immersives longue durée. On vient installer un certain nombre de caméras et de capteurs minuscules qui sont très très vite oubliés, qui sont très distraits chez les participants. Ensuite, une ethnologue peut intervenir. On peut faire parler les gens par l'intermédiaire d'un bulletin board. On travaille avec des ethnologues, dont Séverine Enjolras, qui est ici et qui est spécialiste des produits de grande consommation, qui a 18 ans d'expérience sur la France, avec Nathalie Omori sur la Chine, avec Sandrine Prévost pour observer les consommateurs en Inde. Et donc, placer des caméras, on va placer très vite 6 à 8 caméras chez quelqu'un, de manière à observer l'ensemble de ses comportements, que ce soit dans la salle de bain, dans la cuisine par exemple. Pour avoir ici, on a quelqu'un qui prépare une omelette, c'est une des 6 caméras ou des 8 caméras qui vont permettre d'observer l'ensemble de ses comportements. Et donc on voit exactement ce que fait la personne et on est en mesure ensuite de rencontrer cette personne, de lui montrer certaines séquences et de lui poser la question, voilà, pourquoi faisiez-vous ces gestes-là, que pensiez-vous à ce moment-là, enfin, voilà, expliquez-nous exactement la raison de ça. Et donc on peut comme ça étudier la vie de produits de grande consommation tels que la vie de ces produits à domicile chez les consommateurs et suivre ce deuxième moment de vérité et donc travailler pour des annonceurs ou travailler pour des instituts à l'exploitation de ces observations. Observer l'expérience d'Élise lorsqu'elle prend une bouteille chez elle à 3 heures du matin, elle sort une bouteille, analyser les gestes de Laura devant sa glace, observer les comportements derrière un miroir grossissant, filmer Julie à travers son miroir, faire parler un lave-vaisselle. Donc on va placer des objets connectés, on va placer des capteurs pour savoir qu'à 3 heures du matin, la bouteille de Coca-Cola, le paquet de lessive, le paquet de Kellogg's a bougé et qu'il se passe quelque chose à ce moment-là qu'on a besoin d'aller observer. On peut observer dans tous les pays et c'est d'autant plus utile sur des pays, quand on veut comprendre des comportements dans des pays comme la Chine par exemple, où le Kali est absolument impossible, les méthodes traditionnelles de Kali sont impossibles, puisque lorsqu'on interroge en Kali des consommateurs chinois et qu'on leur demande est-ce que vous buvez du vin, tout le monde dit oui, je bois du vin, alors que dans la pratique, seulement 5 personnes des gens boivent du vin. Quand on interroge sur les Chinoises, sur est-ce que vous vous parfumez, le Kali est mort en Chine, hein, puisque les Chinoises vous disent oui, oui, je me parfume. En fait, elles achètent une bouteille qu'elles mettent sur leur étagère et elles se parfument jamais. Mais vous avez deux concepts, un qui vient de Lao Tzu, un autre de Confucius, qui veut que quand on parle, pour répondre à une étude, les Chinois vont avoir tendance à vouloir dire ce que vous voulez entendre. Ils veulent pas, c'est le concept de la face, de dire ce que l'interlocuteur veut entendre pour lui faire plaisir. Et quand on fait un focus group, eh bien, on doit à Confucius le principe selon lequel il doit y avoir un consensus du peuple, un consensus du groupe, et donc on demande à tout le monde d'avoir des avis, d'exprimer leurs avis personnels. Or, ils vont tous être d'accord sur les mêmes conclusions, ils vont tous vous dire ils vont tous aller dans la même direction, tous parler comme un seul homme. Donc, dans des pays comme l'Asie, par exemple, comme la Chine, c'est d'autant plus utile de pouvoir observer la façon dont les gens se lavent les cheveux, la façon dont les petites filles se brossent les dents,
ou les comportements au coucher. Voilà. Ça permet d'avoir la seule méthode qui enlève toute théâtralisation, parce qu'on filme dans la durée, c'est-à-dire qu'on va filmer les gens une semaine, 24 heures sur 24, jour et nuit, pas dans l'ensemble de la maison, mais seulement sur certaines pièces. Donc aucune théâtralisation n'est possible, alors que quand vous venez voir quelqu'un 2 heures au petit déjeuner, il peut théâtraliser ses comportements et se montrer sous son meilleur jour. Vous demandez comment il se maquille, il va vous faire un cours magistral des meilleures méthodes de maquillage. Alors que dans la pratique, quand ces enfants crient et qu'il faut aller à l'école et que voilà, la vraie vie se déroule, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Donc le déclaratif ne donne pas la vérité, pas toujours la vérité. L'observation courte durée ne donne pas toujours la vérité. Seule l'observation dans la durée, au domicile, dans le contexte, permet d'avoir une observation sans théâtralisation, sans aucun mensonge. On ne peut pas se mettre en valeur en disant qu'on boit du vin quand on n'en boit pas. Avec aucun oubli, puisqu'en fait on voit l'intégralité des comportements, et c'est nous derrière qui analysons ces vidéos et allons, avec de la technologie, avec des logiciels, avec de la reconnaissance d'image, on arrive à détecter tous les moments de consommation, tous les moments et toutes les interactions produits, et arriver à observer ce qu'on appelle des premiers insights, enfin des moments intéressants, pour pouvoir poser les bonnes questions aux consommateurs. Donc on a juste la vérité des comportements avec la preuve par l'image dans le contexte de vie au moment de consommation. Alors évidemment, tout va être connecté. Alors voilà, vous avez grossi Madame Martin, il faudra aussi surveiller ce taux de cholestérol. Arrête Robert, t'es lourd. Donc c'est vrai que j'ai tweeté tout à l'heure en expliquant que les objets connectés seront adoptés par les Français à partir du moment où on arrêtera de les appeler connectés. C'est comme un fer à repasser, on ne dit pas que c'est un fer à repasser électrifié. Donc arrêtons de faire peur aux gens en disant que c'est connecté. C'est juste un objet. Et donc ces capteurs vont arriver dans l'ensemble des objets. Et on veut, à Watshome, utiliser l'ensemble de ces capteurs et de ces données et de ces possibilités pour observer les comportements et faire des études qualitatives, immersives, longue durée, sur le comportement de consommation des produits de grande consommation au domicile des consommateurs. Alors ensuite, toute société, tout institut peut installer des caméras, peut installer des capteurs chez les gens. C'est pas très compliqué. Mais comment traiter l'ensemble des données, là on est sur la partie données, comment traiter l'ensemble des données? En fait, quand on observe, ça semble facile, mais quand on observe et qu'on filme des comportements, pour filmer les comportements alimentaires par exemple, on a besoin de 6 ou 8 caméras. Parce qu'il faut filmer la préparation du repas, il faut filmer le rangement, le petit déjeuner, la table, il y a différents lieux où on mange. Il y a le frigo, on a envie de mettre une caméra dans le frigo, on a envie de mettre une caméra dans le four et ailleurs, c'est possible dans beaucoup de produits. Et donc, comment est-ce qu'on traite ça? Parce qu'on a envie d'avoir plusieurs angles de vue de nos données. Et en fait, on a calculé, alors évidemment, on utilise des caméras intelligentes qui se déclenchent uniquement quand il y a un mouvement. On va pas filmer, si on filme une semaine avec 6 caméras, et qu'on doit regarder ça, on a 6 semaines à regarder, c'est juste humainement pas possible. Aucun cerveau humain ne peut traiter ça. Et donc, on utilise de la technologie pour ça. On utilise évidemment des caméras à détection de mouvement, donc dès qu'il y a un mouvement, c'est filmé, quand il n'y a plus de mouvement, ça s'arrête, et quand il y a un mouvement, ça se filme 30 secondes. Alors un oiseau passe, ça filme 30 secondes. Une fille vient, elle pique dans le maquillage de sa mère, ça filme 30 secondes. Donc on a l'ensemble de ces vidéos qui sont perdues au milieu de à peu près 100 000 vidéos quand on filme 10 familles avec 6 caméras pendant une semaine. On a à peu près 100 000 fichiers vidéo, 80% de ces fichiers font moins de 30 secondes, et donc là aussi, c'est la même barrière qu'on a eu à franchir, à trouver une solution technologique, puisque aucun cerveau humain ne peut passer en revue 100 000 fichiers vidéo pour comprendre les comportements. Et pourtant, on a envie de trouver des insights à l'intérieur. Donc en fait, on a conçu un logiciel, qu'on ne peut pas montrer, mais on a conçu un logiciel qu'utilisent les ethnologues qui travaillent avec nous, qui permet en fait d'accélérer le temps de traitement des vidéos et de trouver, grâce à de la reconnaissance d'image et grâce à des capteurs électroniques, grâce à un certain nombre de choses, à savoir exactement accélérer le temps de traitement pour retrouver les moments clés de comportement autour d'un produit et surtout de suivre la vie complète d'un produit durant cette semaine. Ce qui permet d'éditer ces moments de vidéo très rapidement, de poser des questions, de rendre ça juste réaliste en termes de timing et de coût également, et donc d'arriver à rencontrer la famille ensuite ou les interroger via un bulletin board en leur disant « Nous avons constaté un certain nombre de comportements, on a des questions à vous poser,
Donc, par exemple, récemment, on observait quelqu'un qui mangeait une crêpe crue, enfin des crêpes. Parce que vous avez déjà mangé une crêpe crue, enfin des crêpes cuites, des crêpes achetées en supermarché, des crêpes bretonnes, qu'il fallait faire réchauffer, mais au petit déjeuner, les manger crues. Donc on va lui demander pourquoi vous les mangez crues. Froid, vous avez raison, froid, pardon. Et donc la personne avait un petit peu honte, et effectivement, quand on a honte de ce comportement, on va pas l'expliquer, on va pas spontanément déclaratif dire moi je mange des crêpes froides, voilà. Donc on a observé quelqu'un qui a regardé son tube de dentifrice pendant 8 secondes, et on lui a demandé pourquoi. Donc observer les comportements, c'est le seul moyen d'arriver à poser les bonnes questions, à déceler des choses qu'en déclaratif, les gens ont absolument oublié. Ce matin, pour venir à la conférence, je suis en scooter. Pour venir à la conférence, j'ai ouvert mon parking, la porte du parking, j'ai sorti mon scooter, je suis parti, et au bout de 2 minutes, je me suis dit, mais est-ce que j'ai fermé la porte de mon parking? Alors je suis revenu, et j'ai fermé la porte de mon parking. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Et je suis revenu et la porte de mon parking était déjà fermée. Je n'avais juste pas mémorisé que j'avais fermé la porte de mon parking, tellement ce comportement est un comportement habituel, est un comportement réflexe que je fais tous les jours. Et donc, les consommateurs ne peuvent pas expliquer des comportements qui sont justement des comportements rituels, des comportements réflexes. Nous, on vient entièrement observer l'ensemble de ces... On vient observer la réalité, tout simplement. On pense que les objets connectés et les capteurs sont tellement présents, vont être tellement présents partout, qu'il va être très difficile à l'avenir de concevoir qu'il y avait une période où on demandait aux gens ce qu'ils faisaient au lieu d'observer ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc, donc on rend cela possible. C'est un peu Big Brother quand même, il faut dire ce qu'il est. Alors, Big Brother, il est big. Big Brother, il est big. Il y a un risque de sécurité quand on observe du big data et que ça peut fuir. Nous, on vient observer 10 participants. On ne vient pas observer la Terre entière. Les données restent stockées chez eux. Les données sont cryptées, on les transporte de manière sécurisée. Elles sont analysées sur un PC qui n'est pas connecté à Internet. Il y a énormément de précautions qui sont prises pour que, on va jusqu'à filmer les ethnologues qui étudient les données sur un PC non connecté à Internet. Enfin, on est très précautionneux sur le fait de ne partager ces données qu'avec le participant pour qu'il conscientise ses comportements, pour qu'il explique pourquoi le mascara il l'utilise comme ci comme ça, alors qu'il ne nous l'aurait jamais dit ou qu'il même il s'en rendait pas compte qu'il faisait cela. Donc on utilise ces vidéos uniquement pour faire conscientiser. Et puis, on a les données, les vidéos appartiennent aux participants. On utilise uniquement les moments vidéo pour expliquer des insights aux annonceurs, pour prouver des insights, pas pour montrer des comportements bizarres. Et vous avez des consommateurs qui acceptent, vous les payez? Ben en fait, oui. Vous savez, il y a 10 jours, il y a 15 jours, il y a eu 1 milliard de personnes qui se sont connectées à Facebook. Donc, l'océan est très grand pour trouver 10 personnes qui font ça et qui acceptent. On les paye on les recrute via des méthodes traditionnelles de recrutement et on les rémunère plus que pour une étude traditionnelle, mais on va les rémunérer effectivement quelques centaines d'euros pour observer une semaine, absolument. Mais c'est des gens qui sont contents aussi d'apprendre des choses sur eux. On observe, on comprend des insights, on explique, on partage avec ces gens-là. Il y a une empathie qui se crée évidemment entre une ethnologue et les participants, et on vient leur expliquer leur comportement, et souvent ils découvrent des choses et disent tiens, c'est instructif, je ne savais pas que je faisais comme ça, je ne savais pas pourquoi, mais là vous me l'avez donné. Vous avez été, avec la clique, vous avez été obligé. Absolument. De toute façon, juste une précision pour les gens qui ne sont pas forcément experts des études qualitatives, les moyens changent, mais je dirais la tradition de ce type d'études existe depuis déjà un certain nombre d'années. Depuis 2005. Non, mais bien au-delà, puisque bon, je ne sais pas si Jacqueline Alietta qui est là, qui a travaillé chez Médiamétrie, mais je me souviens lorsque sont arrivées les nouvelles chaînes, notamment Canal+, il y a eu des études qualitatives qui ont été faites par observation, où on envoyait des enquêteurs chez les gens. Les gens restaient toute la soirée dans le salon à observer ce qu'il se passait.
Et donc, c'est une autre dimension, c'est d'autres moyens, mais quelque part, finalement, le tout est de bien vérifier que les gens sont conscients de tout ce qu'on leur demande, ce qui est une chose fondamentale, qu'ils acceptent, etc. C'est-à-dire que les choses soient totalement transparentes et qu'on n'utilise pas ce qu'on recueille au-delà de ce qu'ont accepté les gens de façon consciente et éthique. Et je dirais qu'à l'ADTM, notamment en termes d'éthique, on est extrêmement vigilant sur ce genre de choses. Les gens savent qu'ils sont filmés, ils savent où sont les caméras, ils savent où sont les capteurs, ils savent exactement ce qu'on observe, ils ne savent pas forcément au départ ce qu'on veut observer. On leur dit pas on veut observer votre façon d'utiliser les condiments, parce qu'on fait une étude pour du ketchup. On leur dit on veut observer vos comportements alimentaires pendant une semaine pour une étude pour des produits alimentaires, et on veut que vos comportements, on veut pas avoir... La vidéo de l'omelette tout à l'heure, on ne capte que dans aussi un certain nombre de pièces. Pour observer les comportements alimentaires, selon la typologie des lieux, il y a parfois des lieux où la typologie nous empêche d'observer, techniquement, mais on essaye d'observer que 2 pièces. Vous voulez aller lire tranquillement, fumer un cigare ou ce que vous voulez, vous pouvez aller dans une safe zone. Enfin, on ne va pas faire Big Brother sur l'ensemble de l'appartement. Être Big Brother, ça veut dire tout savoir de tout, savoir quand vous allez faire du sexe, sauf il n'y a que la NSA qui le sait. C'est pas ça du tout. On vient observer des comportements bien précis, selon un... Est-ce que les annonceurs, les retailers sont intéressés? Vous avez déjà des clients? Alors oui, exactement, on commence, on vient d'avoir un premier accord. Oui, on vient d'avoir un premier accord pour une première étude d'un annonceur mondialement connu. En fait, c'est pas nouveau ce qu'on fait, c'est juste qu'on le fait avec des outils nouveaux. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout. Utiliser des caméras. Voilà, en 2005, Findus avait placé des caméras chez une dizaine de... avait fait ça. Sauf que c'était pas les matériels d'aujourd'hui, il n'y avait pas les objets connectés, il n'y avait pas les capteurs, il n'y avait pas un logiciel pour traiter les données, et donc il s'était retrouvé avec plein de vidéos. Il y a quelques années, Peugeot avait fait une étude dans les voitures, et il s'était retrouvé avec des centaines de milliers de vidéos de gens en voiture. Il y avait énormément d'insights, c'était vraiment la meule le big data sans les outils pour traiter les big data. Je propose oui, voilà. Passe aux questions suivantes. Bonjour. Merci. Vous disiez que vous placiez des caméras chez les gens pendant une semaine. Est-ce qu'il y a une période probatoire? Est-ce que... Pourquoi pas? Parfait, super. Voilà. Est-ce qu'il y a une période probatoire? Oui, c'est-à-dire est-ce qu'en fait, sur une semaine, vous prenez en compte les comportements des gens dès le premier jour? Alors en On sait fait, très bien que les gens... théâtralisent au début. Oui. Absolument, ils Au bout d'un théâtralisent moment, pas. Ouais. ils reprennent un peu leurs habitudes. Oui, il se passe 2 choses. Soit c'est très amusant d'ailleurs. Et c'est très amusant aussi d'être auto-observé. On sait tous auto-observer chez WhatsApp, et c'est très instructif. La première journée, on théâtralise. La première journée, on fait attention. On dit, il y a des caméras, attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, m'embrasse pas dans la cuisine, il y a des caméras. Bon. Et la deuxième journée, soit on dit, allô WhatsApp, venez nous enlever les caméras, ce qui n'est pas encore arrivé. Ou alors on nous dit, dans les essais qu'on a pu faire, ou alors on oublie, parce que c'est pas possible de vivre en pensant qu'il y a des caméras en permanence. Il y a une règle du jeu, c'est on est payé, on participe à aider une marque en échange d'une observation qui est très contrôlée. On passe énormément de temps en fait à expliquer aux gens quelles mesures de sécurité on prend sur leurs vidéos. Donc la première journée en général c'est la théâtralisation, on ne la prend pas vraiment en compte. Mais ensuite, on doit avoir 7 jours pour avoir les comportements du week-end qui sont différents de la semaine, qui sont différents avec les enfants, sans les enfants, etc. etc. Donc, oui. Mais on peut observer 2 semaines s'il faut. Ça dépend des produits. Si on observe des petits déjeuners tous les matins, on a un petit déjeuner, donc on observe une semaine, on a nos petits déjeuners. Si on veut observer la façon dont on mange des steaks hachés, ben c'est pas tous les jours, alors évidemment on doit observer éventuellement plus longtemps. Mais l'outil permet de trouver ces moments-là. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je trouve la méthodologie pas très choquante quand je pense aux jeunes, des gens qui sont jeunes, parce que si vous pensez à toutes les séries réalité où il y a des caméras tous les temps, finalement ils oublient les caméras. Mais est-ce que vous avez du mal à trouver des gens, quand vous voulez faire un focus group avec des gens, je ne sais pas, qui a 60 ans et qui sont moins habitués à avoir des objets connectés dans leur vie? En fait, les arguments sont différents. Effectivement, les personnes un peu plus âgées vont pas forcément s'intéresser à l'aspect télé-réalité, Par contre, ils vont s'intéresser au fait de dire oui, je mange souvent
du poisson comme ça, ou j'adore telle ou telle marque. Donc participer pour une étude, voilà, les motivations peuvent être différentes, absolument. Mais on a besoin que de 10 personnes, donc on arrive à les trouver. Ouais, et puis bon, quand même pas exagérer, 60 ans, c'est pas vieux et déconnecté. Ah non, non, bien sûr. Et non. Ce que je propose, c'est que les autres participants, donc Luc